C'est-à-dire que j'étais pas horrifié, j'avais aussi un désir. Et ce désir, alors tu peux dire oui, il y a le sang, le sperme, etc. Il y avait des liens comme ça, on peut dire aussi, et c'est vrai que la cicatrice est une forme de fente, il y a un côté comme ça extrêmement dévoilant, et il y a une érotique de la blessure, et une érotique de la plaie, il faut le dire. Mais surtout ce qui m'a intéressé, c'est que oui, ça traduit le rapport à la mort, mais ça traduit aussi un rapport au corps. Et un rapport au corps qui est, je me disais, toi je pensais, il y avait beaucoup de filles, etc. Je me disais, mais quel est le plaisir qu'elles ont à être dans cette zombie walk? Pourquoi il y a ça? Et je pense, on va en discuter vraiment avec les gens qui l'ont fait, mais je pense qu'il y a un vrai plaisir à contrer l'esthétique habituelle, la beauté et les canons de beauté habituels. Les canons de beauté habituels sont fondés sur quoi? Sur le lisse, le visage lisse, sur l'hygiène, sur certains critères de symétrie esthétique, etc. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de valeurs esthétiques qui nous sont martelées à longueur de journée et dont les filles ont à subir la prégnance et à se conformer très souvent malgré la prégnance de ces canons esthétiques-là, et que le zombie tout d'un coup permet enfin d'échapper complètement à ce champ esthétique-là et de dire ben non, le strié, le blafard, le sale, le sanguin, l'irrégulier sont aussi des critères esthétiques et on peut enfin lâcher ces aspects-là nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est un immense plaisir et ça fait du bien. Et même, je dirais que la figure érotique que ça peut générer vient aussi de cette étrangeté, de ce renouvellement des canons esthétiques. Donc moi, personnellement, j'ai absolument ras-le-bol, parce qu'on voit constamment des modèles sur des affiches, on est constamment sollicité, nous, sexuellement et hormonalement, sur les mêmes critères et les mêmes canons, et qu'à un moment donné, quand ces canons changent, tout d'un coup, on sent le désir de s'éveiller autrement. Donc le rapport au corps que ça induit, les zombies, moi je trouve ça intéressant, et ça renouvelle complètement ces choses-là. Et je pense que c'est un sujet aussi de séduction pour le grand public, et en tout cas, c'est ce qui explique en partie aussi le succès de cette figure qui est hyper, effectivement, qui est hyper investie aujourd'hui. Ça devient cliché, quoi, faut reconnaître, quoi, ça devient cliché. Et les amoureux de la première heure, je comprends, doivent être un peu énervés par cette réutilisation de ce thème constant. Mais ça répond à beaucoup de choses, quoi. Et dernière chose aussi, c'est que, moi on en a parlé hier sur une nouvelle technologie, c'est qu'on est dans un monde de plus en plus dématérialisé, on est dans un monde où, moi je considère qu'il y a un vrai oubli du corps, en tout cas il y a un vrai oubli de la chair. C'est-à-dire qu'on est souvent, on incarne comme on vit, on est souvent 10 heures par jour assis sur une chaise devant un écran. Le corps n'est pas du tout investi, en tout cas il n'est pas investi dans sa chair. Ce qui est investi, c'est le système nerveux central, c'est le réseau de nerfs, c'est les neurones, c'est le cerveau. Et on a rapatrié, j'ai envie de dire, l'espèce humaine dans le système nerveux central, c'est comme ça qu'on vit aujourd'hui, donc on est très dématérialisé par rapport à la chair. Et qu'est-ce que dit le zombie? Qu'est-ce qu'il ramène? Il ramène la chair, il ramène la chair dans sa purulence, dans ses plaies, dans sa puanteur, dans sa respiration, dans sa, tu vois, il lui ramène le sang, il lui ramène l'écorché. Et ça, et ben pour moi, c'est un symptôme de la perte du corps. Quand vous regardez l'art contemporain aujourd'hui, il travaille énormément sur le corps aussi. Il travaille sur l'amputation, il travaille sur les plaies aussi. Et tu te dis, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que le corps est en train de disparaître, que la chair est en train d'être déléguée, congédiée. On se rapatrie, comme je l'ai dit, dans le système nerveux central. On est dématérialisé au maximum. Et il y a quelque chose qui en nous résiste. Il y a une nostalgie qui résiste, ou il y a en tout cas un appel animal qui résiste. Et le zombie vient incarner cet appel-là et vient y répondre, quoi. Et je pense que c'est une de ses forces, et c'est pour ça que c'est une figure qui me paraît intéressante et symptomatique. Donc, justement, des personnages qui vivotent, des personnages qui se demandent pourquoi ils sont là et qui essayent de vivre et de renverser les codes tant qu'ils peuvent, bah, il y en a chez Fabrice, notamment avec le personnage d'Adam, dans sa bande dessinée. C'est clairement dit dans le résumé, Adam vivote entre son magasin de DVD et son groupe à l'abandon, à l'agonie, si je reprends les termes exacts. Et en fait, lui, la figure du zombie, Adam, ça va le transfigurer. Il est en guerre permanente pour sa famille, il ne se reconnaît plus dans les codes de sa famille, qui sont des codes essentiellement sociaux, aseptisés, religieux, puisque tout le tome se passe au travers du prisme d'une église, et quand les zombies se relèvent, quand ils attaquent, Adam va avoir un mouvement de colère qui va marquer l'échec de la foi finalement, l'échec de cette croyance en Dieu, qui contre les zombies apparemment, selon lui, ne peut rien. Donc la question que je poserais à Fabrice, c'est, on a parlé du rapport à l'autre, du rapport au corps. Ce rapport au corps, il existe dans la religion, ce rapport à l'esprit, il existe dans la religion, et on a un personnage qui est, on va dire, anticlérical dans sa fonction même. Donc, est-ce que, finalement, qu'est-ce que le zombie nous dit par rapport à la religion? Est-ce qu'il est un échec
de la religion. Et ce qu'il est là, je montrer que la religion échoue. Enfin, je me base surtout sur la BD, mais la pensée derrière cette œuvre, c'est laquelle par rapport à ça? Je crois qu'il marche. Je passe pour rien. Ouais, ça fait genre. En fait, déjà pour commencer à répondre, je vais, en début de réponse, je vais rebondir un peu sur ce qui a été dit juste un peu avant. Il y a une différence, enfin, une des choses que je ne fais pas quand j'écris mon scénario ou quand je dessine quoi que ce soit, c'est de réfléchir vraiment à un message ou à un sous-texte. Il y a des choses qui sortent forcément, qui me correspondent un peu. Et c'est pour ça que, par exemple, tout à l'heure, je parlais de Walking Dead ou de Land of the Dead avec l'eau à traverser qui séparait les vivants et les morts. Moi, la question que je me pose toujours, parce que personnellement, je ne le fais pas, je me demande si par exemple, au moment où Romero a créé ça, il s'est dit volontairement qu'il allait séparer les morts par de l'eau, parce que c'est. Ça peut être une définition du talent, quelque part. Le fait de ne pas avoir conscience de. Ça, je sais pas. Mais je pense qu'il y a l'interprétation est toujours plus intéressante par la personne qui n'a pas fait. Du coup, après, là justement, son interprétation de la BD est intéressante parce que oui, forcément, Adam est un personnage anticlérical. Je ne suis pas particulièrement copain avec l'Église de manière générale, donc il y a un petit peu moi dedans. Mais c'est plus parce que pour moi, c'est facile de raconter un personnage que je connais quelque part. Je peux prévoir ses réactions, et donc ça me permet de pouvoir raconter mon histoire. Maintenant, de là à dire alors, il faudra attendre le tome 2 aussi, parce qu'il y a des choses. De là à dire que c'est l'échec de la religion, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'échec d'un modèle de société, justement, là maintenant je rebondis sur l'autre côté, qui s'impose des règles et des stéréotypes aussi, des choses qui doivent être bien. Et dès qu'on est un peu en dehors de ces règles, on est tout de suite un peu mis à l'écart. Alors que ces règles ne tiennent pas très très longtemps, justement, quand il arrive quelque chose de différent. Et très souvent, ceux qui respectent des règles très très strictes, plus ce qui arrive est un peu différent, plus ils sont perdus, plus ils perdent leurs repères et plus ils ne servent à rien. Donc ils ont une ligne directrice qui leur permet de vivre un petit peu de manière un peu cryogénisée, on va dire. Quand tout se passe bien, tout va bien. Il y a une réponse pour une question, toujours. Et dès qu'on change quelque chose, c'est la panique. Et c'est pas tellement. Alors j'attaque un peu la religion parce que c'est un truc assez évident, mais c'est plus un côté garder l'esprit ouvert et savoir improviser et pas toujours rechercher à reproduire les mêmes schémas parce que justement ça devient chiant. Et après on est obligé de faire des ambiguës pour s'amuser. Alors que si on s'amuse tous les jours, on n'a plus besoin de se regrouper pour faire un truc un peu rigolo. Voilà, si on sort un peu, si on sort un peu de ce qu'on nous impose tous les jours, je pense qu'on est un peu. Ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi, hein, attention. Non, mais voilà. Donc après, là, c'est l'échec de la religion. Non, je pense pas. Il y a d'autres choses qui font l'échec de la religion. mais c'est pas particulièrement. Mais c'est surtout pour créer. En fait, j'ai mis en opposition des personnages un peu alternatifs et des personnages très. Deux extrêmes en fait. Et je les ai mélangés dans une situation pour voir un peu ce que ça fait. Bon, on attend le tome 2. Voilà. Et justement, par contre, effectivement, moi, quand j'écris, c'est toujours marrant de voir les interprétations, les interactions. J'ai presque l'impression d'avoir fait un truc intelligent alors que je l'avais pas vu. C'est bien, ça fait du bien. Ah oui, clairement, j'ai fait ma lecture du truc. Hein. Non, mais c'est très bien. Je vais la récupérer pour faire des résumés, ça sera vraiment bien. Non, c'est vrai que par rapport à justement l'interprétation du petit texte à temps qui pivote c'est surtout pour dire que justement, malgré le fait qu'il soit quelqu'un d'assez alternatif par son style et par ses goûts, il est quand même dans une vie un peu plan-plan et avec plein de petits problèmes. Il ne se passe rien de formidable dans sa vie en ce moment. C'est juste ça. Il met du coup un sacré piment dans la vie.
Ah, voilà. C'est beaucoup plus visuel. Finalement, si on regroupe un peu tout ça, on a un zombie qui est... apparemment, il est un peu mort, lui, je pense, en remarque. Le micro est revenu dans le mort, on va en profiter dans sa procédure. Donc, si on regroupe un peu tout ça, on a un zombie qui est très exploité. Peut-être même surexploité parfois. On aura peut-être l'occasion d'aborder ce sujet de surexploitation du zombie. Mais je me tourne à présent vers Nicolas qui a travaillé la figure de l'imaginaire anxiogène, l'anxiété. Qui n'a peut-être pas travaillé le zombie spécifiquement, mais si on considère que le zombie est une figure anxiogène, c'est une figure de désir, c'est une figure du corps, c'est une figure anxiogène qui a suscité des regards absolument ébahis hier. Je ne sais pas si vous avez fait attention à un moment assez magnifique. Pourquoi est-ce que le zombie a l'air d'être à ce point une figure tellement utilisée pour révéler l'anxiété? Qu'est-ce qui, dans ces schémas d'anxiété qui a été développé dans les recherches sur le sujet, dans la thèse notamment, pourquoi est-ce que le